Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue au journal digital Congo et voici les sommaires. La modernisation de la voirie s'accélère dans la province d'Idolaba. L'avenue Lumumba, autrefois dégradée, revêt progressivement une nouvelle robe avec toutes les infrastructures connexes, notamment l'éclairage public, le bus en béton et des tranchées minutieusement érigées. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani, et son homologue angolais, Manuel Gomez, ont signé conjointement, jeudi 12 février à Luanda, en Angola, un accord portant création de la commission mixte défense et sécurité après 2 jours de travaux par les experts des 2 pays. 13 février, journée mondiale de la radio, ces médias traditionnels vieux des 130 ans restent encore aujourd'hui au cœur des quotidiens de la population. La radio et l'intelligence artificielle IA est inutile, pas une voix, et les thèmes choisis pour cette année 2026, une thématique qui met en lumière la transformation de ce média. Merci de suivre Digital Congo. Commençons ce journal par cette illustration. La capitale éthiopienne est depuis ce matin l'épicentre de la diplomatie africaine. Le chef d'État et de gouvernement prépare au 39e sommet de l'Union africaine organisé du 14 au 15 février 2026. Cette grande messe continentale se tient sous les thèmes assurer une disponibilité durable de l'eau et un assainissement sûr pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063, un thème qui met en lumière les défis liés à l'accès à l'eau potable et l'assainissement, considérés comme essentiels pour le développement durable du continent. Durant ces 2 jours des travaux, les dirigeants africains examinent plusieurs dossiers majeurs: la gestion durable des ressources en eau, la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et surtout les questions de paix et de sécurité. Les crises persistantes en Libye, au Sahel, au Soudan et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo dominent les échanges. Moment fort attendu, la passation de la présidence tournante de l'organisation. Le président burundais Evariste Ndayishimiye doit succéder au président angolais João Lourenço, marquant ainsi une nouvelle étape dans la conduite des affaires de l'organisation continentale. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations. La médiation africaine, pilotée par le président togolais Faure Gnassingbé, désigné par l'Union africaine, sera évaluée au cours de ce moment. Ces dernières semaines, plusieurs initiatives diplomatiques ont été engagées, notamment une rencontre à Luanda réunissant le président angolais, son homologue congolais Félix Tshisekedi, le médiateur togolais et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. L'Angola a d'ailleurs proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et le groupe armé M23 à partir du 18 février, sous réserve d'une déclaration officielle et d'acceptation de parties concernées. Malgré l'implication des États-Unis dans le processus de Washington et celle du Qatar dans les discussions de Doha, les avancées concrètes tardent à se matérialiser sur le terrain. Les tensions persistent entre Kinshasa et Kigali sur les fonds d'acquisition mutuelle et non-respect des engagements. L'Union africaine ainsi a affirmé son leadership et privilégie des solutions africaines aux crises africaines. Ce 39e sommet s'annonce donc déterminant tant pour la stabilité du continent que pour la crédibilité de la diplomatie africaine face aux défis sécuritaires et humanitaires actuels. À l'occasion des 50 ans de l'Union parlementaire africaine, le président du Sénat congolais a adressé un message à tous les membres de cette organisation parlementaire. Samuel Konde milite pour la pérennisation des missions régaliennes de l'UPA et la promotion de la jeunesse, de la femme et de la démocratie. On écoute un extrait de son allocution dans ses propos recueillis par Lisette Pena et Deborah Mousse. 1976-2026. 50 ans de diplomatie parlementaire au service de l'Afrique. Les organisations parlementaires régionales, les agences du système des Nations Unies, ainsi que divers partenaires techniques et financiers. Ces collaborations ont permis de renforcer l'impact de ces actions, d'enrichir ces réflexions et d'inscrire
durablement l'action parlementaire africaine dans les grands agendas continentaux et internationaux. Cependant, si l'UPA peut légitimement se féliciter du chemin parcouru, elle demeure confrontée à des défis importants, à l'image de ceux auxquels fait face notre continent, notamment les crises politiques et sécuritaires, les défis liés à la consolidation de la démocratie, les difficultés économiques et sociales, les conséquences du changement climatique, les effets démographiques et migratoires, la mutation technologique rapide, ainsi que les attentes croissantes des populations, en particulier de la jeunesse, interpellent fortement l'action parlementaire africaine. Face à ces enjeux, l'Union parlementaire africaine se doit de rester fidèle à l'esprit de ses fondateurs, tout en se réinventant. Elle doit continuer à œuvrer pour le renforcement du rôle des parlements dans la prévention des crises et la consolidation de la paix. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, et son homologue angolais Manuel Gomez ont signé conjointement jeudi 12 février à Luanda, en Angola, un accord portant création de la commission mixte défense et sécurité. Après 2 jours de travaux par les experts de 2 pays, cette signature vise à ouvrir la voie à la coopération sécuritaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Suivez ces reportages. La République démocratique du Congo et la République d'Angola franchissent une étape cruciale en termes de coopération sécuritaire. Le jeudi 12 février 2026 à Luanda, en République d'Angola, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et d'Affaires coutumières, Chabani Luko, et son homologue angolais Manuel Gomez ont signé conjointement l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité après 2 jours de travaux intenses par les experts de 2 pays. Cette signature importante ouvre la voie à la coopération sécuritaire entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Toujours dans le cadre de ces travaux, lors de la réunion bilatérale, les 2 parties ont évolué la situation sécuritaire le long de la frontière commune et ont recommandé d'accentuer les actions permanentes d'échange d'informations entre les forces de défense et sécurité et de programmer les rencontres périodiques entre les commandements militaires et policiers de 2 pays. Au cours de cette réunion ministérielle, co-présidée par le vice-premier ministre Chabani aux côtés du ministre angolais de l'Intérieur, les experts de 2 pays ont salué la volonté politique du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la République d'Angola pour leur engagement dans les renforcements de liens de fraternité et de coopération entre leurs peuples. Cette action gouvernementale concrète constitue le socle d'un partenariat solide dans la lutte contre la criminalité transfrontalière le long de la frontière commune. Une nouvelle avant de poursuivre ce journal, la province du Kasaï oriental est en alerte sanitaire depuis janvier 2026. Une flambée des rougeoles a déjà fait 76 cas, dont 10 décès en seulement 5 semaines. Face à la situation, le gouverneur Jean-Paul Mbouébois Capo a déclaré l'état de l'épidémie sur toute l'étendue de la province. Les analyses de l'Institut national de recherche biomédicale confirment la circulation active du virus. Les autorités appellent les parents, surtout ceux des enfants de moins de 2 ans, à faire vacciner leurs enfants sans tarder. Des équipes médicales sont déployées pour renforcer la vaccination et la surveillance épidémiologique. La vigilance et la mobilisation communautaire sont jugées essentielles pour éviter une aggravation de la situation. La modernisation de la voirie s'accélère dans la province du Golaba. L'avenue de Mumba, autrefois dégradée, revêt progressivement une nouvelle robe avec toutes les infrastructures connexes, notamment l'éclairage public, le bus en béton et des tranchées minutieusement érigées. La délégation conduite par Junior Cotonou s'est rendue sur ces chantiers afin d'en faire les constats. Tout porte à croire que dans un avenir proche, Kolosi s'imposera comme l'une des villes de référence de la République démocratique du Congo, a une ambition que le président Tshisekedi appelle tout se fait au regard de l'importance économique de la province. Suivez. Elle sera sans doute l'une des plus belles artères de la ville de Kolwezi qui relie le rond-point Mongeji et le rond-point Malou. Une chaussée à 2 bandes avec lampadaire.
L'avenue Lumumba, située au quartier Motoshi, dans la commune de Manika, est un chantier qui change le visage d'une bonne partie de la ville, caractérisée par les petits commerces et qui redonne espoir aux usagers de la route. 1 kilomètre de long, une canalisation par bus souterraine et des caniveaux pour drainer les fortes quantités de pluie, c'est une prouesse technologique de construction des routes qui défie la vieille chaussée de l'époque coloniale et sa conception, relevée par les experts en ingénierie routière, pour ce qui est considéré comme le chantier de l'année à Colosie. Le directeur de cabinet adjoint de la gouverneure, maître Junior Katolo, accompagné du conseiller en communication Josué Mouyomba Nyangé, ont pris le temps de palper du doigt l'évolution de cette infrastructure routière. Ce mercredi 11 février 2026, ils ont été accueillis sur le lieu par le CEO de l'entreprise générale Malta Forest. Ce dernier leur a fait un aperçu général du chantier, détails techniques à l'appui. Comme vous le voyez, nous avons repris depuis 3 semaines les travaux de l'avenue Lumumba, avenue importante et cruciale pour le centre-ville. Aujourd'hui, nous sommes en phase de réalisation des assainissements, comme vous le voyez sur le côté. Du terre-plat central, nous serons posés les luminaires, l'éclairage public, et nous sommes en couche de base et fondation sur les couches de chaussée. Pour l'instant, on en est à la deuxième étape des travaux, avec l'objectif de réaliser la totalité des plus de 20 km d'ici début avril ou fin mars. Malgré les difficultés enregistrées et ont perturbé le respect du délai convenu, toutes les batteries sont mises en marche pour finaliser les travaux dans un temps record. Si tout continue à cette vitesse, nous aurons terminé 1 kilomètre pour mi-avril. Donc on sera au croisement là-bas pour mi-avril. Il restera à peu près 300 mètres qui, eux, sont partagés avec le projet du double diffuseur, l'échangeur de Manguéji. Voilà. Donc arrivé à mi-avril, on se concertera avec la province pour s'adapter au niveau de l'évolution des travaux, puisque le double diffuseur devrait lui aussi se mettre en route. Le projet de réhabilitation de l'avenue Lumumba s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la voirie urbaine de Colosie. La première partie déjà asphaltée attend la poursuite du chantier jusqu'à son terme pour que la route soit disponible dans son entièreté. Et restons toujours au Lualaba. Le président statutaire de Lualaba Mobilité Sassou, Alain Chikwandia, a procédé jeudi 12 février au lancement des tests d'embauche des nouveaux chauffeurs. 62 candidats ont pris part à cette preuve théorique axée sur le code de la route destiné à évaluer leur niveau de maîtrise et leur aptitude d'intégrer cette société para-étatique. Suivez ces reportages. 62 candidats ayant réussi au test pratique des conduites automobiles organisé par l'entreprise Lualaba Mobilité SASU dans le cadre des recrutements des chauffeurs passent les tests théoriques sur les codes de la route du jeudi 12 au vendredi 13 février 2026. Réunis dans la salle des spectacles du gouvernorat des provinces, c'est le président statutaire de cette entreprise para-étatique, maître Alain Chikwandia, qui a donné le coup d'envoi. Son Excellence Massoud Assaï, gouverneur de la province du Lualaba, nous a instruit de faire les tests sur les codes de la route. Parce qu'elle veut se rassurer, tous les chauffeurs qui ont été recrutés par la société Lualaba Mobilité maîtrisent le code de la route. Il a par ailleurs souligné l'importance de ce test, rappelant la nécessité de préserver des vies humaines des élèves et étudiants de la province du Lualaba. Nous avons besoin de bons chauffeurs parce que vous conduisez les vies, vous conduisez les responsables, vous conduisez les gens qui ont de l'avenir. Donc nous devons savoir que vous maîtrisez. Voilà pourquoi on a fait le premier test, également le deuxième a été fait, mais là il s'agit bien du test de code de la route. En créant Lualaba Mobilité, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'inscrit dans la dynamique d'amélioration des conditions d'apprentissage et de facilitation du transport des apprenants conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça sera désormais une tradition chaque vendredi dans l'édition de la mi-journée. Vous retrouvez Rita Bitota pour sa chronique, le regard de Rita. Et ce vendredi, elle se penche sur l'insécurité causée par le Ubuntu qui a emporté 2 jeunes entrepreneurs. Et Rita, vous titrez cette chronique comme suit: quand l'entrepreneuriat devient meurtrier à Maloukou. Peut-on mourir en République démocratique du Congo pour avoir commis le crime de vouloir réussir?
Peut-on être égorgé pour avoir cru que la terre de nos ancêtres était encore un sanctuaire de développement et d'épanouissement? Aujourd'hui, Maluku, une commune périurbaine de la ville de Kinshasa, ne nous renvoie plus l'image de ces vastes plateaux fertiles, mais celle d'un mouroir où l'ambition est fauchée à la machette. Prenez l'histoire d'Orphée Limonké. Orphée, c'est le visage de cette diaspora que nous appelons chaque jour à revenir au pays. Après des années en Occident, il ne s'est pas contenté de contempler la RDC de loin. Il est revenu. Il a investi en Bakana. Son rêve, une ferme, de la production locale, des emplois pour ses frères. Mais au lieu de récolter les fruits de son dur labeur, il a rencontré la lame de la milice Mobondo. Égorgé, voilà le salaire de son patriotisme. Et que dire de Cédric Nzambi? Lui ne venait pas de loin, mais il portait la même soif de vivre, d'initier une activité génératrice de revenus. Il s'était rendu à Maluku pour une simple transaction commerciale. Acheter de la braise, une activité banale, un geste d'entrepreneur du quotidien pour faire tourner l'économie. Mais ce fut un aller sans retour. Lui aussi a perdu la vie, emporté par cette spirale de violence absurde qui transforme nos zones de production en zones de non-droit. C'est ici que le bas blesse. Comment demander à la jeunesse congolaise d'entreprendre, d'innover, de se prendre en charge si le simple fait de se rendre sur son lieu de travail est un billet sans retour pour l'au-delà? À Maluku, ce ne sont pas seulement deux jeunes que l'on a enterrés, c'est la confiance des investisseurs, c'est l'espoir des agriculteurs et c'est le courage de toute une génération que l'on cherche à décapiter. La milice Mobondo n'est plus seulement une menace sécuritaire, c'est un cancer qui dévore notre économie rurale. Si l'État ne sécurise pas les bras qui produisent, qui nourrira demain les villes? Orphée et Cédric ne sont plus, mais leur sang crie une urgence, celle de restaurer l'autorité de l'État pour que plus jamais à Maluku ou ailleurs, entreprendre ne signifie mourir. Il y a urgence. C'était donc le regard d'Erita. 13 février, journée mondiale de la radio, ce média traditionnel vieux de 130 ans reste encore aujourd'hui au cœur du quotidien de la population. La radio et l'intelligence artificielle IA est-elle utile, pas une voix? Et les thèmes choisis pour cette année 2026, c'est une thématique qui met en lumière la transformation de ce média à l'ère du numérique. La radio, ce média qui informe, qui forme et divertit au travers de ses programmes, reste encore aujourd'hui au cœur du quotidien de la population. En ville comme dans les milieux ruraux, le son de la radio retentit avec une particularité, celle d'informer à temps réel. Avec le thème choisi par l'UNESCO en cette année 2026, la radio et l'intelligence artificielle, les buts est d'appeler les professionnels de la radio à travailler dans les sens de l'évolution de la technologie en mettant à profit ses avantages. Bon, selon moi, la radio, c'est un outil qui a une importance très capitale pour la presse. Déjà pour nous journalistes, comme moi par exemple, je travaille surtout à la radio, je suis plus à la radio. Et déjà, la radio, l'avantage, c'est que vous avez l'avantage de travailler beaucoup plus vite. À la radio, il suffit que vous avez par exemple un son, vous l'analysez, vous le traitez et tout, ça passe à la diffusion. Mais aussi la radio, elle est un peu, elle se retrouve presque partout. Parce que même dans le coin reculé, je donne le cas de notre pays, les RDC, dans les coins et recoins du pays, tu peux facilement capter la radio, ce qui n'est pas le cas de la télé ou de l'Internet, parce qu'il y a même des zones où l'Internet n'est pas présent, mais la radio, elle est présente. Aujourd'hui, nous vivons les nouvelles technologies, par exemple, et les nouvelles technologies demandent forcément aussi l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas un outil qui est venu tout détruire, non. C'est un outil qui a aussi sa place. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de savoir comment gérer les deux au même moment. Loin de remplacer les professionnels, l'intelligence artificielle est présentée comme une opportunité de réinventer la radio, de renforcer la vérification de faits et d'améliorer l'accessibilité des contenus. Et pour terminer ce journal en dehors de nos frontières, Moscou et Kiev relancent la voie diplomatique
La Russie et l'Ukraine, avec l'appui des États-Unis, ont annoncé la tenue des nouvelles négociations le 17 et le 18 février à Genève, dans un contexte de guerre persistante et d'espoir mesuré quant à une possible désescalade. Yvonne Amouri et Deborah Mouzou pour ces reportages. La diplomatie internationale s'active à nouveau autour du conflit ukrainien. Moscou et Kiev ont annoncé la tenue d'un nouveau cycle de négociations le 15, le 17 et 18 février à Genève avec la participation des États-Unis. Une initiative qui ravive l'espoir de désescalade sans dissiper les profondes divergences entre les parties. Selon Kremlin, ces discussions visent à explorer des pistes de sortie diplomatique à une guerre qui s'enlise depuis plusieurs années. L'annonce a été confirmée du côté ukrainien par le conseiller du président Volodymyr Zelensky, précisant que la délégation de Kiev s'y prépare activement à ces pourparlers jugés cruciaux. Sur les terrains, la réalité reste implacable. Les combats persistent et les lignes de front demeurent figées, alimentant le scepticisme quant à l'issue de ces discussions. Les précédentes tentatives de dialogue, souvent entamées sous pression internationale, n'ont jusqu'ici pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu durable. À Genève, ville symbole de la neutralité et du multilatéralisme, les attentes sont mesurées. Washington également, présent à la table, pourrait jouer un rôle clé dans la médiation alors que les équilibres géopolitiques restent fragiles. Ce nouveau rendez-vous diplomatique s'inscrit ainsi dans une dynamique de relance du dialogue, mais sans garantie de percée majeure. Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, restez branchés sur Digital pour la télévision. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.